Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour. Tunisian Yankee, c'est la formule qui va nous guider pendant cette danse des mots, puisque c'est le titre d'un roman de Cécile Oumani, un très beau roman aux éditions Elisade et qui se lit avec beaucoup de douceur, même si de temps en temps les réalités qu'il évoque sont pleines d'âpreté, sont beaucoup plus difficiles. Je trouve qu'il y a une suavité, une façon de glisser dans ces mots dont j'aimerais bien que les questions que je vais poser à Cécile Oumani vous fassent profiter aujourd'hui. Donc, Tunisian Yankee, un beau titre qui évoque tout à la fois la Tunisie et les États-Unis, deux pays qui sont a priori pas francophones, mais qui peuvent l'être en particulier quand ils se retrouvent dans la littérature. Bonjour Cécile Oumani. Alors, bonjour. Je parlais de votre titre. Il est de vous, il est de votre éditrice ou des gens qui ont travaillé avec vous. Est-ce qu'il s'est imposé? D'où sort ce Tunisian Yankee? Alors, il y a un écho délibéré avec un roman qui est paru aux États-Unis dans les années 1940 et qui s'appelle Syrian Yankee et qui a été écrit par un arabe américain qui s'appelait Salom Risk. Alors, bien sûr, ça nous fait penser à Little Syria, oui. Ce quartier dont il est largement fait mention dans votre roman, qui est le quartier syrien de New York. On y reviendra tout à l'heure, mais moi, j'aimerais bien vous faire parler de votre rapport à vos sens. Je trouve qu'il y a une sensorialité dans ce livre qui est tout à fait évidente. C'est un livre qui se lit par les yeux, par les oreilles, par le nez, qui suscite des références ou des mémoires olfactives, des mémoires auditives. Par exemple, ça commence avec la vieille grand-mère, qui est la fausse grand-mère d'ailleurs, dont on entend le chuintement des savates sur les dalles, et déjà, ça évoque tout un univers perceptif. Pour moi, c'est très très important quand j'écris. Quand j'écris, je m'enferme, je me coupe vraiment du monde qui est autour de moi, et j'essaye de retrouver une époque ou retrouver un lieu ou trouver un lieu imaginaire. Et pour arriver à trouver ce lieu, ce temps réel ou imaginé, bien il faut que ça s'incarne tout ça. Et donc effectivement, la dimension sensorielle est très importante. Et puis, le passage que vous évoquez, avec le chuintement des babouches... Qu'on retrouve d'ailleurs avec le chuintement des babouches du père. Vous y revenez quelques dizaines de pages plus loin. C'est un passage qui vient après les premières pages, qui sont dans un univers complètement différent, puisqu'il s'agit de la guerre 14-18. Donc, je voulais vraiment, en mettant côte à côte cette partie dure, très dure, de la fin de la guerre 14, où les Américains sont entrés dans la guerre, avec une partie beaucoup plus douce. C'est l'enfance de mon personnage, c'est ce havre de paix qui recherche au moment où il est sur le champ de bataille. Alors, en effet, le livre commence de façon tout à fait différente, à une période qu'on imagine être la fin 1917 ou le début 1918, puisque les Américains sont entrés dans la guerre, ils y entrent en 1917. Ça se passe dans la vallée de l'Oise, peut-on penser. Il y a des canonnades un petit peu partout, et on voit un soldat qui voit, hélas, ses camarades ou même ses ennemis tomber autour de lui, et ensuite... on revient à son enfance et tout le début du livre va être un mouvement pendulaire entre ces images horribles de la fin de la guerre de 14 et puis sa blessure et puis l'hôpital et des souvenirs doux amers de son enfance. Vous avez tout de suite pensé à faire un plan en alternance comme ça avec cette oscillation entre ces deux réalités? Mais ça m'intéressait énormément de faire ça parce que une armée, des soldats qui se battent, ce sont des gens qui ont tous un uniforme, qui sont tous habillés pareil. Un uniforme, ça uniformise, ça efface apparemment les différences et je voulais que petit à petit, on découvre qui était sous un de ces uniformes. Mon personnage central qui est blessé et qui par flashback va se révéler à nous à travers ses souvenirs. Et en même temps, c'est un procédé romanesque dont vous usez avec une certaine virtuosité et
qui surprend chaque fois, parce que d'un chapitre à l'autre, il n'y a pas de titre de chapitre, il n'y a même pas de numéro de chapitre, me semble-t-il, mais simplement il y a un blanc dans la page qui montre qu'on passe à autre chose. Et cette autre chose, parfois, c'est la continuation de ce qu'on vient de lire, et parfois, c'est un tout autre univers. Donc quand on aborde un nouveau chapitre, on ne sait pas si on va être surpris ou pas. Et les premières fois, on l'est. Et même, on est totalement désorienté. On se dit, mais je comprends plus rien. J'étais avec Daoud, avec son Alex, avec Vincenzo. Il y avait des balles traçantes un petit peu partout. Et tout d'un coup, où suis-je ? C'est voulu, cette façon de désorienter le lecteur au départ ? Oui, c'est un peu ce qu'on appelait en anglais le courant de conscience. Hein. Vous avez des souvenirs qui viennent de façon un peu désordonnée, sans que vous sachiez quelquefois pourquoi ils surgissent dans votre esprit. Alors c'est vrai qu'il y a des parties qui sont assez réalistes, où c'est moi qui suis clairement en train d'écrire, d'évoquer une enfance de façon précise, mais il y en a d'autres où effectivement c'est plus flou, et plus il est mal, plus on arrive quelquefois à des choses qui sont de l'ordre de l'onirique, du cauchemar, hein, qui sont délibérément pas très claires. Alors, il y a quelque chose qui se rapproche un tout petit peu des choses de la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film qui commence par un accident de voiture, oui, où le héros est sur le point de mourir, et pendant l'heure et demie du film, par flashback successifs, par mémoire successive, il va reconstituer toute l'histoire de sa vie. Il y a quelque chose qui s'en rapproche un tout petit peu, parce que justement on part, non pas de sa mort, puisqu'il en réchappe, mais on part de cette situation de guerre, et on revient vers une enfance, et on va remonter tout le courant d'une vie assez romanesque, en fait. Voilà, c'était le choix, comme vous le dites, hein, une technique qui a été employée au cinéma, qui a été employée dans d'autres livres aussi, mais elle m'intéressait parce que je voulais montrer qui était derrière cet Américain qui porte l'uniforme américain, et montrer que finalement on peut aller d'un lieu à un autre, que les identités elles changent selon les lieux, qu'elles se composent, qu'elles se recomposent, et que finalement il faut jamais se fier aux apparences de l'uniforme en l'occurrence. Mais cette technique de la narration, vous l'aviez en tête dès le début de l'écriture de votre livre, tout à fait. Dès le début, j'avais cette idée de le montrer sous cet uniforme, et de faire découvrir petit à petit au lecteur quel était son parcours. الفتاة وسلوت كل مليحة هلات مادفة بلحظك الفتاك وسلوت كل مليحة التي يسراك قد ملكت زمام صبابتي ومظلتي وهداي في
C'est Eliaou Mimouni qui nous accompagne dans la danse des mots pour évoquer justement certains passages de ce Tene-Genyenki, qui est un roman de Cécile Oumani, qui se passe dans les batailles de la Première Guerre mondiale en France, dans le nord de la France, qui se passe à Tunis, autour du port de la Goulette, qui se passe aux États-Unis, et qui se passe aussi parfois dans le sud de l'Italie. Cécile Oumani, est-ce que vous accepteriez de nous lire un court extrait de ce Tene-Genyenki ? Bien sûr. Donc, Daoud se trouve à Palerme. Il franchit le seuil du café Oreto et rejoint le Giardino Garibaldi au milieu de la Piazza Marina. Il est attiré par l'ombrage des immenses ficus dont les branches et racines aériennes cascadent étrangement au cœur du parc. Il frissonne, saisi d'inquiétude. Étrangère, la ville s'est emparée de lui et elle le paralyse. Elle s'incarne, tapie à l'intérieur des baroques créatures végétales dont la ramée va l'enserrer de ses lacets, puis l'anéantir. La vie ressemble-t-elle à cet indémêlable enchevêtrement ? Et si elle n'était pas là ce soir ? Si le fil ténu qui le relie à la seule personne qu'il espère rencontrer se rompait ici, il se sent brûlé et gelé tout à la fois. Que sont ses espoirs, ses craintes auprès de ces arbres qui développent leurs formes exubérantes au fil de décennies sans commune mesure avec les destinées humaines. Des ombres tentaculaires s'allongent sur lui. Elles le dévorent en silence et sa chair va s'en aller nourrir les feuillages vernissés suspendus au-dessus de lui. Il devient un de ces insectes blanchâtres, charnus, qui végètent dans l'humus où les arbres plongent leurs racines. Alors, on voit deux thématiques importantes qui se font jour dans ce court passage de Cécile Oumani, l'amour, tous les romans sont-ils d'amour, presque, et puis la ville. Alors, commençons par la ville, parce que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que l'art du roman se prête tout particulièrement à décrire des tissus urbains qui, de temps en temps, d'ailleurs, sont un peu campagnards, comme ces villes tunisiennes, ou parfois le sont beaucoup moins, ou sont mixtes comme la ville de Palerme, qui est ici évoquée en Sicile. Mais ce personnage rêve de voyage, il rêve de découverte, il rêve d'errance, et quel paysage se prête mieux aux déambulations que des paysages urbains. Et ici, il y a un rapport entre ces arbres de la Piazza Marina et un enchevêtrement qui est lié à un lieu tel qu'il existe au moment où il le découvre, mais qui est aussi lié à une vie humaine par rapport à cet arbre, à ces arbres qui existent depuis plusieurs générations. Il va devenir, il terminera comme un de ces petits vers dans l'humus qui est au pied, qui nourrissent les racines de ces arbres sur la Piazza Marina. Alors bien entendu, il y a une ville qui est très présente dans votre livre, c'est Tunis, avec plusieurs quartiers, et en particulier le célèbre port de la Goulette, que vous évoquez en parlant de ce méli-mélo de langue qu'on peut y entendre au début du XXe siècle. La Goulette, c'est quelque chose qui vous est familier, donc dites-nous un peu ce que c'est. Ce lieu m'est familier, et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire des textes concernant la Goulette, justement au début du siècle. Au début du siècle, avec c'était très cosmopolite. C'était très cosmopolite. On entendait parler le maltais, le judéo-tunisien, l'arabe, le français, et ce personnage qui rêve de voyage, qui rêve d'ailleurs, il aime déambuler dans la Goulette parce qu'il entend des langues, il entrevoit des destinées dont il espère que ça pourrait être la sienne, parmi ces gens qui voyagent, qui peuvent aller d'un lieu à un autre, ce qui n'est pas son cas à lui à ce moment-là de l'histoire. Ce qu'il deviendra. Et il rêve tout à la fois au bateau, puisque la Goulette c'est au port, et aux aérostats, puisqu'il rêve de voler et qu'il essaye de devenir pilote, mais on lui rit au nez parce que un Tunisien, un brevet de pilote. Mais pour qui se prennent-ils ? Alors, l'autre thème qui apparaît dans ce paragraphe, bien sûr, c'est l'amour, puisqu'il est là pour un rendez-vous amoureux.
Alors je disais tout à l'heure, tous les romans sont d'amour, j'en sais rien, je parle un peu vite, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, lui qui rêve d'ailleurs, hein, il rencontre cette jeune femme qui est acrobate, qui est trapéziste et qui va d'une ville à l'autre. Hein, donc forcément, il allait tomber amoureux d'une femme qui travaillait dans un cirque parce qu'elle incarne le voyage, parce que elle voyage dans les airs. Je crois que l'aérostat comme la trapéziste, hein, c'est vraiment son aspiration à prendre son envol, hein, littéralement. Oui. Alors en même temps, il y a quelque chose qui a dû vous séduire, c'est le côté presque image toute faite. Le campagnard, j'allais dire, il n'est pas campagnard, il est tunisien, mais enfin il n'a pas encore vu grand-chose et il voit passer ce cirque et il tombe amoureux de la trapéziste. On est en plein dans le cliché d'une certaine façon. Vous avez joué avec ça? Oui, j'ai joué avec ça parce que finalement, quand il va la connaître, il va découvrir tout un parcours qui est très intéressant aussi. On continue de voyager avec les parents de Nora. Hein, les parents de Nora, c'est le Maroc, c'est toute une errance qui va les mener jusqu'à Berlin. Et là aussi, ce sont des familles qui se croisent d'un pays à l'autre, à la faveur justement de cet art de la prouesse étonnant que présente le cirque, cette senteur, cet odorat des pistes, et puis le fait que les cirques, ça fait rêver, parce que c'est toujours ceux qui font rêver. C'est ça, c'est le côté onirique qui me plaisait dans cette histoire d'amour. Ça m'intéressait beaucoup plus qu'une rencontre avec une jeune femme qui aurait une vie assez classique. Donc à tomber Tunis, amoureux, voilà. Autant que ça soit d'une trapéziste. Exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Cirque à l'ancienne, cirque félinien, voilà qui nous ramène donc à votre roman Cécile Oumani, Tenez Genienki. J'aimerais bien vous interroger un petit peu sur votre travail de romancière. Est-ce que tout ce qu'il y a dans ce roman est plausible, est historique ou en tout cas vraisemblable? Mais écoutez, j'ai passé 3 ans dans les recherches et l'écriture pour ce roman et j'ai eu un plaisir immense à explorer ces lieux, ces époques. De toute façon, je le fais toujours à chaque fois que j'écris un roman, même si le côté historique ne va pas être le plus important dans d'autres romans. Mais je veux absolument que ça repose sur quelque chose de solide. Voilà, que quelqu'un qui connaît très bien cette époque ne dise pas tout de suite « Ah, mais c'est complètement anachronique ». Et donc j'ai trouvé pas mal de choses en cherchant. Mais là, c'est vrai que c'est plus qu'un soubassement. C'est quand même l'un des personnages. La période historique est partie intégrante de votre fiction. Oui, et je voulais mettre en scène l'histoire, hein, puisque j'évoque des moments historiques bien précis, hein, la guerre 14-18 et puis les débuts du mouvement nationaliste en Tunisie. Tout ça, c'était très très important. Je voulais faire quelque chose qui s'ouvrait sur plusieurs continents. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de Tunisiens qui ont quitté la Tunisie, par exemple, pour aller aux États-Unis au tout début du siècle, avant la guerre de 14, comme notre Daoud qui change pas vraiment de nom, mais dont l'orthographe du nom change, puisque c'est Daoud, D-A-O-U-D quand il est tunisien, et puis D-A-H-2-O-D, ça s'américanise. Oui. Il devient yankee. Effectivement, j'ai compulsé les listes des passagers qui sont arrivés à Ellis Island, à New York, à cette époque-là, et j'ai trouvé quelqu'un qui était arrivé de Tunis, mais
en fait, j'ai pas du tout cherché à savoir qui était cet homme-là. Ça a été le déclencheur de l'imaginaire. Surtout que les gens qui étaient à Ellis Island et qui accueillaient... Alors, dites-nous en 2 mots ce qu'on appelle Ellis Island. Ellis Island, c'était une île C'est toujours d'ailleurs. On peut y aller, oui, on peut la visiter, il y a un musée. C'est une île où tous les gens qui arrivaient de l'Atlantique devaient passer avant d'être acceptés peut-être aux États-Unis. C'était comme une sorte de centre de tri, entre guillemets. C'était plus difficile pour certains que pour d'autres, parce que si on était en première classe, on passait facilement. Hein. Ah oui, ceux de première classe, ils n'avaient même pas besoin de descendre à Ellis Island. Hein. C'était les gens qui voyageaient en seconde et qui voyageaient dans l'entrepont, donc dans des conditions extrêmement difficiles, qui devaient passer quelquefois plusieurs heures à attendre à Ellis Island pour ces formalités. Et les gens qui les accueillaient confondaient beaucoup de choses. Hein. J'ai lu que pour eux, quelqu'un qui arrivait de Tunis, ils auraient très bien pu marquer qu'il était turc ou vice-versa. Hein. Donc ils avaient une idée de la géographie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui était un petit peu floue. Donc moi, j'ai vu ce nom, cet homme qui est arrivé en août 1912 à Tunis, qui avait une trentaine d'années, et ça a suffi pour déclencher quelque chose. Donc vous aviez commencé vos recherches historiques avant même d'avoir une idée précise de l'intrigue? Oui, je voulais déjà voir si c'était possible, parce que si j'avais trouvé personne sur une période de 50 ans qui serait arrivé de Tunis, bon, peut-être que je l'aurais fait quand même. On peut avoir des libertés, hein, dans le roman, on fait ce qu'on veut, mais ça m'a encouragée. De me dire voilà, et ça m'a servi de repère aussi, parce que je me suis dit 1912, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie en novembre 1911, puis en février 1912, puis après la guerre mondiale, il y avait toutes sortes de balises pour mon récit qui étaient là, et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc il y avait les premiers soubresauts du nationalisme tunisien, oui, juste avant la guerre de 14. Oui. Et on en a beaucoup parlé au moment de la révolution de 2011, les émeutes du Djelaz au cimetière du Djelaz en novembre 1911. Les gens ont fait un parallélisme, et puis après le boycott des tramways de Tunis en février 1912. C'était les débuts du mouvement nationaliste, et bon, il y a eu des procès, il y a même eu des gens qui ont été guillotinés en octobre 1912. Donc je me suis dit, mon personnage, il peut très bien avoir vécu ces événements-là, même si c'est pas la seule raison pour laquelle il quitte la Tunisie. Quel type d'archives vous avez trouvé, Cécile Oumani, pour vous documenter? C'était des livres, des articles de journaux, des chroniques de l'époque? J'ai cherché partout. Par exemple, pour la Tunisie, je me suis reportée à des journaux français, donc qui ont été numérisés, qu'on trouve assez facilement sur Gallica. Et pour les États-Unis, pour la petite Syrie, j'ai aussi trouvé pas mal de choses, de photographies, de livres aussi qui m'ont aidé. Alors revenons à cette petite Syrie qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a encore un endroit à New York actuellement qu'on appelle Little Senegal, qui est au début de Harlem, enfin au sud de Harlem. Pendant longtemps, il y avait Little Italy, mais aujourd'hui c'est plus qu'un souvenir, parce qu'il y a plus beaucoup d'Italiens qui habitent à Little Italy. C'est un quartier beaucoup plus chinois qu'italien. Et puis il y avait Little Syria, la petite Syrie. Qu'est-ce que c'est? Alors Little Syria, c'était un quartier qui se trouvait en grande partie sur Washington Street, hein, donc au sud-ouest de Manhattan. C'est ce côté très further downtown. Further downtown, pas tellement loin de Battery Park, et qui a complètement disparu aujourd'hui. Il a été rasé, ce quartier, après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que c'était un quartier très populaire, et qu'aujourd'hui, cette partie de Manhattan est une partie très chic. Alors qu'elle était encore populaire il n'y a pas si longtemps. Il y a 20-25 ans, c'était encore crasseux, et c'était encore pas si cher. Aujourd'hui, c'est pas si loin de Wall Street, de toute façon. Tout à fait. Mais Little Syria était très prospère par rapport à d'autres quartiers de Manhattan. Ces gens qui arrivaient principalement de ce qu'on appellerait le Liban aujourd'hui devenaient d'abord colporteurs, puis après ils ouvraient des boutiques, et quand ils étaient un petit peu plus prospères, ils s'installaient à Brooklyn, où aujourd'hui on a encore des traces à Brooklyn, oui, c'est juste de en cette face, époque-là. Brooklyn, voilà. Et donc prospère sur le plan économique, et puis une grande vitalité culturelle. Par exemple, Khalil Gibran
Oman. Lui, il est arrivé à Boston avec sa mère. Sa mère a fait du colportage de dentelle. Et puis lui, il a fait la carrière que l'on sait. Il est venu s'installer à New York vers la même époque que mon personnage. C'est donc un quartier qui a été très cosmopolite. Ça s'appelait la Petite Syrie, mais il n'y avait pas que des Syriens. Vous dites vous-même que c'était plutôt le Liban actuel que la Syrie. Bon, c'est tout une origine moyenne-orientale qui pouvait s'y retrouver. C'était la géographie de l'Empire ottoman. Donc le Liban n'existait pas en tant que tel et on parlait de Syrie. Et c'est un quartier où vous aviez, donc j'ai pu me rendre compte, il y a une exposition actuellement à Ellis Island sur la Petite Syrie. Alors je savais qu'il y avait des journaux en langue arabe, j'en mentionne certains dans mon roman, mais là j'ai vu à l'exposition qu'il y avait plus de 50 publications en langue arabe dans ce quartier de la Petite Syrie. Cécile Oumani, vous savez ce qu'on entend là? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est magnifique. C'est cette chanson que j'évoque dans le roman d'une chanteuse grecque qui vivait à New York à cette époque-là. Et vous me parliez de sensorialité au début de l'entretien, mais voilà, ces traces sonores, ces traces visuelles, ça m'importe beaucoup de les rassembler quand j'écris un roman. Et voilà, donc cette chanson, avec les paroles de la chanson, et comme des vers de Khalil Gibran aussi qui sont présents dans le livre. Eh ben, merci beaucoup Cécile Oumani d'être venue si bien nous parler de Tunisian Yankees. Ça est sorti il y a quelques semaines aux éditions Elisade. Merci d'avoir été l'invité de la Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.